Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation sur Automation Studio E7, les bibliothèques illustrées, nouvelle bibliothèque illustrée, ainsi que le catalogue électrique. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les différentes bibliothèques avec mes collègues Florence Berthold et aussi Georges Fatal. Donc chacun va présenter là, les différentes sections. Donc, bienvenue à la présentation. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés, donc on ne pourra pas répondre à toutes les questions live euh, durant la démonstration, mais il y a une petite interface dans GoToMeeting qui s'appelle Questions. Donc, sentez-vous libre d'y inscrire vos différentes questions et les gens qui travaillent avec nous pourront répondre durant la présentation de ce matin. Donc, bienvenue encore une fois. On va commencer par le catalogue manufacturier dans Automation Studio, le catalogue électrique. Donc, plusieurs d'entre vous, juste pour être certain que tout le monde m'entend bien, si vous pouvez juste lever la main pour confirmer que vous entendez bien. Oui, parfait. Donc, d'accord, j'ai reçu des confirmations. Donc, tout le monde est au courant que dans Automation Studio, on a des bibliothèques de symboles qui sont prédéfinies, sur lesquelles on peut tout simplement les glisser sur le schéma et double-cliquer sur le composant pour y entrer les différents paramètres. D'accord? Depuis qu'on travaille beaucoup avec l'industrie, les gens ont comme mentionné que c'était long pour eux de devoir toujours entrer les paramètres des différents composants qu'ils utilisent pour construire des machines, etc. Donc, on a créé des catalogues manufacturiers dans lesquels on a des composants qui sont déjà configurés selon les spécifications d'un manufacturier en particulier. Donc, pour accéder à ces catalogues, c'est sur le site web de Automation Studio, donc famictech.com. Dans la section ici, produits, on va avoir, excusez-moi, je vais me mettre en français. Dans la section produits, on a un onglet qui s'appelle catalogue manufacturier. Lorsqu'on clique sur cette section, vous allez avoir ici une liste des différents catalogues auxquels vous avez droit de télécharger. Si vous êtes une institution scolaire, avec la maintenance annuelle, vous avez automatiquement accès à tous ces catalogues. D'accord? Donc, on a une liste ici de manufacturiers. Par exemple, si on clique sur Famille Technologie, on a, nous, créé des catalogues pour électricité, HMI, hydraulique et pneumatique. D'accord? Donc, si par exemple, vous voulez télécharger une de ces librairies parmi toutes ceux qu'on a ici, vous allez devoir cliquer sur le téléchargement qui est ici et on va vous demander de vous enregistrer sur le site pour avoir accès aux différents catalogues. Une fois enregistré, cette fenêtre va vous être disponible dans laquelle vous allez pouvoir venir ici dans les catalogues download et avoir accès à télécharger les différents catalogues. Vous pouvez faire un tri par manufacturier, etc. Et ces bibliothèques sont mises à jour régulièrement. Voyez-vous, on a toutes ces bibliothèques-là qui sont nouvelles, qui ont eu des améliorations, des nouveaux composants. On a ici, par exemple, Automation Studio électrique. C'est celle qu'on va vous présenter un peu ce matin avec ma collègue Florence. Donc, c'est la procédure pour avoir accès aux différents catalogues. Si vous voulez avoir plus d'informations, définitivement, vous pouvez envoyer un courriel à votre représentant qui pourra faire avec vous la démarche pour y accéder. Donc, une fois que vous avez installé le catalogue, il va se trouver dans le gestionnaire de catalogue qui est ici, dans lequel vous allez pouvoir ajouter vos propres catalogues. D'accord? Donc, présentement, en cliquant sur l'icône ici, voyez-vous, ouverture d'un catalogue, le logiciel va vous diriger pour ouvrir le catalogue en question. Présentement, j'ai différents catalogues, Mitsubishi électrique, celle qui va être présentée ce matin, Electrical. J'ai par exemple Eaton, qui est une bibliothèque ici. Donc, voyez-vous, lorsque je sélectionne une catégorie, je vais avoir des valves ici avec les numéros de pièces tels que définis par Eaton. Et aussi, pour chacun des composants dans ces bibliothèques, on a un document dans lequel on peut ouvrir un circuit qui va avoir une démonstration de ce composant particulier. D'accord? Donc, presque tous les composants des bibliothèques
que vous allez télécharger ont un banc de test virtuel, comme on appelle. C'est ce qu'on utilise, nous, pour valider que notre composant suit les normes du manufacturier. D'accord? Donc, juste vous montrer un petit exemple ici pour l'instant. Voyez-vous, donc, j'aurais pu aussi tout simplement glisser le composant. Voyez-vous ici dans la bibliothèque, le composant, je peux le prendre et le glisser ici sur ma feuille et dessiner avec comme auparavant. Mais voyez-vous, donc j'ai un circuit ici dans lequel on va expliquer comment tester le composant et on va s'assurer qu'on suit bien les courbes caractéristiques. Donc, c'est les catalogues manufacturiers. Donc, maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Florence qui va vous présenter le nouveau catalogue électrique ainsi que la bibliothèque illustrée d'énergie renouvelable. Donc, Florence, je te passe l'appareil un instant. Je vais juste mettre ici présentatrice. Donc, Florence, tu peux partager ton écran. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc la nouvelle librairie, le nouveau catalogue d'Automation Studio version électrique. Donc le catalogue se trouve donc dans l'onglet Accueil, gestionnaire de catalogue. Pour retrouver le catalogue Automation Studio, il suffit d'ouvrir un catalogue en appuyant sur le petit plus ici. Et vous allez le retrouver dans votre liste de fichiers qui se trouve sur votre ordinateur. Ici, donc, le catalogue Automation Studio est divisé en 3 parties. Donc, la première partie, c'est tout ce qui a trait au contrôle avec les différents capteurs, donc des capteurs de niveau, des capteurs de température, de proximité ou de pression. Il y a également quelques PLC de 2 manufacturiers, donc Allen Bradley et Siemens. Comme l'a mentionné Christian, vous pouvez y voir les images de chacun des composants qui sont configurés. Ensuite, nous avons la section puissance, où ici, nous avons modélisé quelques moteurs, donc des moteurs asynchrones et des moteurs aimant permanent DC du manufacturier Leroy Sommer. Nous avons également quelques soft starter, donc de différentes compagnies, donc ABB, Schneider, Siemens, Eaton, etc. Nous avons également beaucoup de variateurs de fréquences, donc aussi de différents manufacturiers comme Allen Bradley, Siemens, Schneider, Danfoss, etc. Nous avons également aussi modélisé quelques transformateurs triphasés, comme vous pouvez le voir ici. Et un dernier dossier qui comporte les différents petits composants comme des résistances, des inductances, des condensateurs et des diodes. Donc pour illustrer mes propos, je vais vous présenter rapidement le variateur de fréquence PowerFlex 4M. Donc, comme vous l'a présenté Christian, vous avez plusieurs onglets. Donc, vous avez l'onglet données avec les différentes structures de données du variateur de fréquence comme il est présenté en réalité et son image. Ensuite, vous avez également un onglet où on peut, où au minimum vous aurez donc un lien vers la documentation technique du constructeur et un banc de test. Le banc de test est vraiment utile pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le composant en question. Donc là, si j'ouvre le banc de test du PowerFlex 4M pour vous montrer à quoi ça ressemble, il faut juste attendre 1 minute pour que le banc de test apparaisse. Ok.
Donc, ok. Ok, donc ici nous avons le banc de test à proprement parler. Donc, qu'est-ce qu'un banc de test? Donc, un banc de test permet d'avoir les différentes instructions pour savoir comment fonctionne notre composant, ainsi que le composant du catalogue lui-même. Donc, si je zoome ici et que je commence ma simulation, donc, par défaut, les variateurs de fréquence sont configurés avec le keypad qui est directement sur l'écran. Donc, si je ferme mon contact et que j'allume mon variateur de fréquence, je peux jouer avec la fréquence directement en utilisant les flèches haut et bas pour augmenter ou réduire la fréquence, mais également utiliser mon clavier pour y mettre la fréquence désirée. Donc, par exemple, 30 Hz. Donc, en sortie de mon variateur, j'ai bien 30 Hz qui fait fonctionner ma machine. Mais les variateurs de fréquence ont plusieurs modes de fonctionnement. Donc ça, c'était un mode plutôt basique. Mais si je double-clique sur mon variateur de fréquence, tout en bas, nous avons plusieurs structures de données qui permettent donc de configurer le variateur en question. Donc ici, là, comme vous avez pu voir, j'ai utilisé le keypad pour contrôler le variateur de fréquence, mais je pourrais également utiliser d'autres façons de faire, donc d'autres options, comme par exemple utiliser des fréquences pré-configurées. Donc si je sélectionne cette option, je peux aller dans la structure suivante qui me permet de donner les différentes fréquences que je désire préconfigurer. Donc par exemple, par défaut, nous avons 0, 5, 10 et 20 Hz. C'est ça. Donc là, ainsi que les paramètres du moteur. Donc, ce qui est important aussi pour que le variateur fonctionne correctement avec le moteur en question, c'est d'intégrer les trois paramètres moteur les plus importants qui sont finalement la tension, la fréquence et le nombre de pôles. Ces variables-là, ces valeurs-là, vous allez pouvoir les trouver directement dans la machine que vous voulez utiliser. La machine que vous voulez utiliser. Donc ici, sur le banc de test, pour déverrouiller le ok. Vous allez pouvoir voir les différentes variables qu'il y a dans le moteur et trouver donc la tension, par exemple, utilisée, le nombre de pôles et le nombre de pôles. Donc ici, si je démarre ma simulation, je ferme le disjoncteur, j'allume mon variateur et je vais pouvoir utiliser les deux contacts qui sont ici, qui ont été préconfigurés pour la fréquence du moteur. Donc j'en ferme un, j'en ferme deux. Si j'en ferme deux, je reçois 20 Hz. Si j'ouvre que le premier, je suis à 10 Hz, comme nous avons préconfiguré le variateur de fréquence. Donc ça, c'est pour l'utilisation du banc de test du catalogue. Mais on peut également créer donc nos propres circuits en utilisant le catalogue. Donc si je crée un nouveau projet, donc si j'utilise mon catalogue, je pourrais par exemple utiliser un autre variateur de fréquence. Donc par exemple, si j'utilise le variateur de fréquence d'Anfos, je peux aller dans l'icône de configuration pour configurer comme on voudrait notre variateur de fréquence. Donc là, je reçois mon configurateur de produit où je peux choisir par exemple d'utiliser mon variateur de fréquence avec une tension de 380-480 volts et par exemple un moteur de 0,75 kW. Donc en appliquant cela, je vais pouvoir mettre sur le schéma mon variateur de fréquence. Ok. Ensuite, je peux également donc retourner dans la section par exemple du moteur
Leroy Summer pour y sélectionner la machine asynchrone. Et par exemple, elle est dans la section LSES où je peux également sélectionner la machine que je désire. Donc ici, je peux choisir par exemple une machine 4 pôles avec une puissance de 0,75 kW et connectée en delta avec une tension de 380. Donc, une fois que j'ai fait cela, je peux juste simplement mettre mon moteur sur le schéma et connecter mes deux ensembles, mes deux machines, mes deux composants ensemble. Donc ici, je peux utiliser le fil polyphasé pour connecter pour connecter directement le VFD avec ma machine. Et je vais pouvoir aussi chercher dans ma bibliothèque principale une source de tension triphasée 400 volts et la connecter directement sur mon variateur de fréquence. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par défaut, le variateur de fréquence va utiliser le keypad pour son contrôle. Donc, si j'alimente mon variateur de fréquence, que j'allume mon variateur, je suis capable d'augmenter la fréquence de sortie du variateur de fréquence. Donc, pour pouvoir mesurer rapidement la fréquence en sortie de mon variateur de fréquence, je peux utiliser un instrument dynamique et de mesurer la fréquence de sortie pour vérifier que nous avons bien la bonne fréquence. Mais on peut faire un schéma un peu plus compliqué. Donc, par exemple, si je veux contrôler ma fréquence via un courant, je peux très bien décider d'aller dans les paramètres de de configuration du VFD et de décider que finalement, je vais choisir une entrée analogique, par exemple la numéro 53, pour contrôler la fréquence de sortie de mon variateur. Dans ce cas-là, il me faut aller dans la structure d'entrée avec les dans l'entrée analogique numéro 53 pour lui dire par exemple que je veux le contrôler en courant avec le courant le ratio courant fréquence de 2500 Donc là, si je fais ça, il va maintenant falloir que je cherche une source de courant. Donc si je vais dans les instruments de la botte noire, que je cherche une source de courant, il me suffit de la connecter entre la borne 55 qui est le commun et la borne 53 qui est finalement notre borne d'entrée. Pour pouvoir varier le courant de la source, je vais utiliser un slider de ma bibliothèque HMI. Donc là, je vais l'appeler Et là, je vais rentrer là-dedans et vu que mon variateur de fréquence fonctionne entre une sortie 0 et 20 milli, je vais configurer mon slider entre 0 et 20 milli et je vais le connecter à mon variateur, à ma source de courant, pardon. Et je vais pas oublier de dire que ma plage de courant est entre 0 et 20 milli. Ok, une fois que cela est fait, je peux lancer ma simulation, activer mon variateur et utiliser mon slider pour contrôler la fréquence de sortie de mon variateur de fréquence. Donc, voilà comment utiliser le catalogue manufacturier Automation Studio du côté électrique. Ok. Maintenant, je vais vous présenter également la librairie énergie renouvelable, donc illustrée, donc avec des images. Donc, je vais en premier lieu, je vais vous indiquer où se trouve cette librairie-là. Donc, si vous allez dans ouverture de la bibliothèque
et que vous allez dans votre dossier Programme Data, Famille Technologie, Automation Studio et dans Librairie, vous allez trouver différentes librairies, donc, dont la librairie énergie renouvelable. Ouvrir. Donc là, une nouvelle librairie va apparaître. Donc cette librairie-là va être composée de 3 dossiers. Donc nous avons un dossier environnement and control. Donc ce dossier-là permet de pouvoir générer et utiliser des capteurs d'ambiance, donc pour générer ou récupérer la valeur de la température ambiante, de l'éclairement ou de la vitesse du vent. Ensuite, nous allons avoir des composants mécaniques qui vont être utilisés principalement pour la traction des éoliennes. Et nous allons avoir 2 dossiers, mais qui sont exactement synonymes, un en standard IEC et un en standard NEMA. Donc dans ces 2 dossiers, nous allons avoir les différentes sources de tension, donc des batteries, des sources de tension monophasées, triphasées, des panneaux solaires, des protections, des moteurs, que ce soit en DC ou en AC. Nous allons avoir différentes charges, résistives, capacitives, inductives. Différents charges de contrôle, des différents contrôleurs et des composants passifs. Donc, pour illustrer mes propos, je vous propose d'ouvrir un projet de panneaux solaires. Donc, un composant de panneaux solaires. Donc ici, le petit projet permet de montrer rapidement quelle est la caractéristique courant tension du panneau solaire à une certaine irradiance, à un certain éclairement. Donc si je démarre ma simulation, que je clique sur ça, ce petit bouton, on peut voir la caractéristique courant tension de notre panneau solaire. Ok. Donc là, c'est par exemple, nous sommes à 1000 watts par mètre carré. Mais je peux également cliquer sur mon soleil et décider de diviser par 2 mon éclairement. Si je réappuie sur ce petit, sur le graphique ici, on peut voir que la caractéristique est divisée par 2 de mon panneau solaire, de la caractéristique de mon panneau solaire. Ok. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose que l'on peut voir sur le panneau solaire, c'est l'impact de l'orientation du panneau solaire et ou du soleil. Donc là, si je décide de mettre une résistance fixe, donc je vais changer ma résistance en une résistance de 50 ohms pour pouvoir voir sur mon graphique ici la puissance aux bornes du panneau solaire, de mon panneau solaire. Donc là, actuellement, nous avons un soleil qui est à 90 degrés du sol, avec un azimut de 0 degré, et un panneau solaire qui est à plat sur mon sol, donc à 0 degré. Donc ici, si j'incline légèrement mon panneau solaire, on peut voir, je vais réduire mon zoom. Donc on peut voir que la puissance aux bornes du panneau solaire diminue selon l'inclinaison de mon panneau solaire, ce qui est logique. De la même façon, si j'oriente différemment mon panneau solaire, le soleil est toujours à 90, on ne va pas avoir d'impact, mais si je réduis par exemple l'inclinaison de mon panneau solaire et que je retourne sur l'orientation de mon panneau solaire, on peut voir que l'orientation de mon panneau solaire a également un impact sur la puissance. Donc ça, c'est pour illustrer le panneau solaire. Ensuite, je vais vous présenter un autre petit projet qui a trait à l'algorithme MPPT du panneau solaire. Donc, comme je vous ai montré tantôt dans la librairie,
on a créé des composants qui permettent de connecter une charge, une batterie et un panneau solaire. Donc, je vais ouvrir le petit projet ici. Donc, nous avons ici un panneau solaire connecté à un chargeur MPPT, qui est également connecté à une batterie et à une résistance variable. On peut imaginer que c'est une charge. Donc, ce composant-là a deux objectifs. Le premier est d'utiliser toujours la puissance maximale de notre panneau solaire. Et la deuxième est de manager le flux d'énergie entre la batterie et la charge. Donc, si je commence par vous montrer comment la charge est utilisée, comment est managée la charge et la batterie en fonction du panneau solaire, on peut voir le graphique ci-dessous. Donc, si, par exemple, je commence ma simulation à 50% et que donc mon panneau solaire n'est pas suffisant pour alimenter les charges, donc la batterie va se décharger jusqu'à une certaine valeur. Une fois que cette valeur est atteinte, on va déconnecter les charges pour pouvoir de nouveau de pouvoir charger notre batterie. Puis atteint une certaine valeur, on va de nouveau pouvoir utiliser la batterie pour alimenter nos charges. Puis ce qui va se passer, c'est qu'on va réduire la charge pour pouvoir charger complètement notre batterie jusqu'à une certaine valeur. Et à partir de cette valeur-là, on va déconnecter le panneau solaire, la charge de la batterie pour utiliser uniquement la batterie pour alimenter les charges jusqu'à une certaine valeur. Puis à cette valeur-là, on va de nouveau charger notre batterie pour l'utiliser sur nos charges. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction que je vais vous présenter sur ce graphique est l'algorithme de MPPT, donc qui nous permet de récupérer toujours le maximum de la puissance. Donc si je démarre ma simulation, on peut voir que là, l'algorithme essaie de trouver le maximum de puissance à une valeur de 950 watts par mètre carré. Je peux jouer sur le slider pour que l'algorithme, si je réduis mon éclairement, l'algorithme suit le process pour également trouver toujours la valeur maximum que le panneau solaire peut générer. Donc, si j'augmente, la valeur augmente, etc., etc. Donc ça, c'est une autre illustration. Et de la même façon, on peut également avoir une ligne de transmission avec notre éolienne. Donc si j'ouvre mon projet éolienne ici, donc le projet c'est une éolienne connectée à une machine triphasée qui va alimenter une charge. Donc si je démarre ma simulation ici, donc au départ mon éolienne ne fonctionne pas puisque nous avons une valeur une vitesse de vent inférieure à ce qui est nécessaire pour que l'éolienne tourne. Donc, si j'augmente la valeur de l'éolienne, du vent, pardon, on peut voir que l'éolienne se met à tourner. Donc, si j'alimente... Attendez, je vais juste redémarrer la simulation, excusez. Ok, si j'alimente ma charge, on peut voir que l'éolienne va fournir à la charge l'énergie nécessaire. Si je décide d'augmenter, si le vent augmente énormément jusqu'à dépasser une certaine valeur, donc 25 mètres par seconde, mon éolienne stop car il y a trop de vent et l'éolienne n'est pas capable de fournir de tourner assez rapidement. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de la librairie illustrée des énergies renouvelables. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat.
Merci beaucoup, Florence, pour cette présentation. Donc, je vais reprendre la main pour vous présenter la prochaine section qui sera sur la bibliothèque illustrée de composants, on pourrait dire un peu électronique, mais un peu comme électricité DC. Donc, juste, attendez-moi une seconde ici, parfait. Donc, vous allez voir que on a créé une bibliothèque parce que présentement, avec la pandémie, beaucoup d'enseignants nous ont contactés pour nous faire part de leurs problèmes de ne plus avoir accès à leur équipement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris leurs commentaires en note et on a commencé à faire des bibliothèques de composants illustrés pour que les élèves aient plus un peu le sentiment de faire du schéma de câblage et non pas seulement de la schématique. Donc, on a une bibliothèque ici de composants électroniques dans lequel vous allez voir, par exemple, on a des résistances. Donc, la bibliothèque ici est en anglais, mais rien ne vous empêche de la resauvegarder sur votre répertoire et de renommer les différentes catégories ou même faire différentes sous-sections. C'est libre à vous de resauvegarder cette bibliothèque-là et de la modifier. Donc, voyez-vous, pour utiliser ces composants, on doit utiliser un schéma qui est un schéma électrotechnique pour avoir une simulation courant voltage. Donc, voyez-vous les éléments ici, bon, on a fait des résistances avec un code couleur, donc différentes résistances comme ça ici. On a aussi un potentiomètre. On a fait des boutons poussoirs. Donc, tous les différents éléments ont été conçus pour aussi être mis sur un, excusez-moi le terme anglais, mais un breadboard. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais donc, vous allez voir par la suite, on a fait un modèle de document qui va permettre d'inclure ces composants directement. Donc, on a un interrupteur ici. On a exemple un buzzer, des LED, diodes. On a des condensateurs ici céramiques, des condensateurs aussi polarisés. On a fait photocell. Donc, on a différents éléments comme ça qui peuvent être utilisés pour concevoir des schémas électroniques. Et avec la version 7, on a des nouveaux transistors. Donc, on va créer aussi une bibliothèque. On va ajouter à la bibliothèque différents transistors préconfigurés pour avoir le fonctionnement des différents modèles qui sont disponibles. Donc, si je crée, exemple, un nouveau projet, vous allez voir aussi que lorsque vous allez cliquer sur Nouveau projet dans la version 7, on a fait un ménage ici. On a vraiment renommé nos standards d'une façon qui est plus visuelle pour les gens avec une description maintenant. Donc, voyez-vous, on a ici le schéma électrique qui est pour AC/DC et breadboard. Donc, si j'ouvre ce modèle de document, vous allez voir ici qu'on va avoir le breadboard. Donc, on a ici certains pour la manipulation, certains guides ou des explications. Mais principalement, ça fonctionne un peu comme vous avez déjà sur vos différents équipements. Donc, on peut choisir une source AC, une source DC. Donc, voyez-vous, exemple, je peux faire mes liens. Et dans le modèle, on a déjà prédéfini d'avoir des lignes plus visuelles, plus épaisses. Donc, je peux ici, exemple, aller dans Édition et changer la couleur de mon lien. Ça, libre à vous de le faire. Et comme je vous l'ai dit auparavant, voyez-vous, chacun des éléments a été conçu pour être directement aligné avec les ports de connexion de la plaque ici là, électronique. Voyez-vous, si je prends exemple un bouton poussoir, je peux le glisser ici entre les différents côtés. Donc, c'est comme un breadboard. Toutes les lignes ici sont connectées ensemble et la source ici, elle est connectée aussi. Donc, je peux directement venir ici me connecter comme ça. Je peux faire aussi des liens obliques. Donc, si je clique sur le bouton de droite sur un lien, je peux faire un fil direct pour avoir un fil comme ça ici. Éventuellement, nous sommes en train de voir la possibilité de faire des liens flexibles. On pourra faire des liens courbés pour avoir une meilleure lecture. Des fois, on peut faire des montages qui sont un peu plus complexes. Donc, avec ces différents fils, on va pouvoir avoir une meilleure visibilité sur notre breadboard. Excusez-moi encore du terme anglophone.
Et voyez-vous, lorsque je lance la simulation, ici, je peux choisir d'afficher les ports durant la simulation. Et voyez-vous, j'ai une source de tension qui est de 3 volts en courant continu. Et je peux cliquer ici pour changer à du 5 volts, du 12 volts. Donc, on peut facilement ici changer les différentes unités. Et comme en électrotechnique, je peux prendre ici un multimètre, puis venir prendre différentes lectures ici aux différents points de mon breadboard aussi. D'accord? Donc, vous avez la flexibilité de créer tout type de circuit en utilisant le breadboard. J'ai un montage que je vais vous montrer ici, un petit circuit de base quand même, mais c'est pour vous montrer ce qui peut être fait. Donc, breadboard, j'ai un alarme ici de lorsqu'il fait jour. Donc, j'ai une alarme qui va sonner. Et ces bibliothèques-là, c'est important aussi de mentionner que si vous avez des composants que vous aimeriez voir être ajoutés à cette bibliothèque, faites-nous part de vos différents composants, les numéros de pièces, etc. Il nous fera plaisir de les ajouter et de vous fournir la bibliothèque par la suite. Ce qu'on veut, nous, c'est avoir une bibliothèque le plus représentative possible de nos besoins de nos clients. Donc, les composants qu'on a mis de base ici nous avaient déjà été soumis par d'autres clients. Donc, c'est à vous de nous laisser savoir ce que vous aimeriez avoir. Donc, par exemple, ici, lorsque je lance ma simulation, ici, j'ai un genre de photocell. Donc, lorsque je vais diminuer ici le blocage, j'ai une alarme ici qui sonne. Donc, c'est assez simple comme montage, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire ces différents styles de montage-là avec de cette plaque électronique. D'accord? Donc, s'il vous plaît, essayez la librairie, travaillez avec, etc. Pour ouvrir ces bibliothèques, lorsque vous cliquez sur le premier icône ici, ouvrir bibliothèque, le logiciel devrait pointer directement dans le fichier source, donc programme data ici, bibliothèque. Il va vous ouvrir directement ce répertoire dans lequel vous allez pouvoir trouver DC Electrical, qui est la bibliothèque que je vous présente présentement. Et la prochaine qui sera Residential Electricity, électricité résidentielle. D'accord? Donc, je vais vous présenter cette bibliothèque-là. Donc, je vais faire ici un nouveau projet, seulement ACDC. Donc, la bibliothèque résidentielle, encore une fois, c'est un peu le même besoin qu'on avait eu de différents clients qui n'avaient plus accès à leur équipement. Donc, on a créé des bibliothèques avec, je sais que beaucoup d'entre vous sont en Europe et il nous fera plaisir justement de créer différents interrupteurs qui s'appliquent plus à votre marché avec des différentes sources de tension aussi pour être plus réaliste dans vos cas. Donc, mais ici, voyez-vous, on a fait des interrupteurs two-way, three-way, 3 voies, 2 voies, 4 voies. On a aussi des lumières, donc 40 watts, 60 watts, 100 watts. On a la même chose que tantôt, un peu des photos au sel, donc 2 fils, 3 fils. On a aussi des outlets, des prises électriques. Et on a aussi les 2 modèles. Donc, voyez-vous, par exemple, ici, on a le modèle que les 2 sections sont reliées ou le broken tab qu'on appelle pour pouvoir, exemple, avoir une prise électrique que la prise du haut pourrait être reliée avec un interrupteur et la prise du bas serait en continu pour brancher différents composants. On a aussi des éléments de test qui permettent de tester qu'on a de l'électricité sur nos composants ici. Donc, on peut soit utiliser un ventilateur, un testeur, et aussi on a un élément pour créer un court-circuit. Parce que si on utilise, exemple, une prise GFI, encore une fois, c'est une prise un peu qu'on utilise dans les salles de bain avec un disjoncteur interne. Donc, je peux ici créer un court-circuit pour faire disjoncter le composant. On a aussi des marettes, on a des boîtes de jonction, on a aussi un panneau électrique. Donc, je sais que c'est peut-être un peu différent au niveau de l'Europe, mais voyez-vous ici, par exemple, j'ai un panneau électrique et j'ai des breakers,
ici, voyez-vous, comme un 15 ampères. Je peux le brancher ici. Je peux prendre un double, une fusible double. Donc, lorsque je vais lancer la simulation, je peux justement venir mesurer. Et on veut voir ici, exemple, que entre ici, j'ai mon 120 volts. Et vu que j'ai ici un disjoncteur double, je vais avoir ici, par exemple, mon 208 volts. Et je peux éteindre ou allumer mon disjoncteur. D'accord? Donc, ça permet de faire des circuits un peu de toutes sortes. On a un thermostat aussi, on a une sonnette de maison, des sources de courant 120, 220. On a aussi un thermostat qui peut être réglé. Voyez-vous le thermostat, par exemple. Si je le mets sur mon circuit, je lance la simulation. Je vais juste me mettre en mode continu ici pour voir, pour détecter le contact fermé ouvert. Voyez-vous ici, je veux 20 degrés, il fait 19. Lorsque je vais dépasser le 20 degrés, ben, mon contact se ferme. Ici, exemple, je veux augmenter ici pour 22. Et voyez-vous, il va s'enclencher lorsqu'il dépasse automatiquement le contact. D'accord? Donc, les différents éléments fonctionnent bien. On peut prendre des lectures de courant à tension. On a aussi des éléments de chauffage. Donc, si j'ouvre, exemple, un circuit, tous les démonstrations, aussi, quelque chose d'important que je voulais vous dire, c'est que, voyez-vous, exemple, ici, électricité résidentielle, on a plusieurs fichiers de démonstration qui sont préfaits, que vous pouvez ouvrir, modifier, resauvegarder comme vous le voulez. Ces fichiers, présentement, sont tous disponibles, d'accord? Sur le site Internet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une section qui s'appelle maintenant le forum, d'accord? Un forum de discussion. Donc, allez dans Support, Forum. Dans la section éducationnelle, on va voir ici une section qui s'appelle File Sharing, d'accord? Et lorsque vous cliquez ici, vous allez avoir accès aux bibliothèques personnalisées. Donc, on a fait ici l'énergie renouvelable, l'électronique, le résidentiel, et ainsi que d'autres bibliothèques qu'on a créées. Exemple, ici, c'est une bibliothèque pour des contacteurs et tout ça pour faire du contrôle de moteur. Donc, ces éléments, vous pouvez télécharger directement ici la bibliothèque. D'accord? Et vous avez aussi accès à plusieurs fichiers de démonstration. Plus de 180 fichiers de démonstration qui sont sauvegardés en version 7.0. Par exemple, électricité ici. Si je viens sur résidentiel, vous voyez qu'on a mis ici, il y a 12 circuits total et on a mis quelques ici pour vous montrer des petits fichiers de démonstration un peu ce qui peut être fait, mais ces fichiers-là, vous les avez aussi que vous allez pouvoir modifier. D'accord? Donc, le forum est quand même une source d'information intéressante. Et lorsque nous allons faire des mises à jour sur nos bibliothèques, elles seront automatiquement mises à jour sur le forum de discussion pour avoir toujours la version la plus récente disponible à nos clients. Donc, exemple, si je ouvre un circuit ici pour vous montrer des lumières, assez simple, série, parallèle, mais c'est surtout pour vous montrer qu'on peut aussi mesurer le wattage, mesurer les différentes choses. Donc, ici, voyez-vous, j'ai un montage de lumière en série, en parallèle. Donc, lorsque je lance la simulation, voyez-vous ici, bon, ben, j'ai une puissance de 15 watts. Et lorsque je vais aller sur en bas, j'ai 180 watts parce qu'ils sont en parallèle. Et voyez-vous, ici, on a mis un outil pour mesurer le wattage. Donc, on voit que vraiment la puissance active est vraiment reliée à la puissance de mes ampoules. D'accord? Si j'ouvre un circuit, par exemple, pour des éléments chauffants, ici, baseboard. Donc, encore une fois, cette bibliothèque a été créée suivant les demandes de certains clients. Donc, si vous avez des composants que vous aimeriez voir dans cette bibliothèque, s'il vous plaît, c'est important d'envoyer un courriel à votre représentant en lui mentionnant les éléments que vous voudriez qu'il y soit déjà. Comme je vous disais au début, on a reçu quand même déjà des demandes pour avoir des composants plus près de ce qui se retrouve en Europe. Donc, on va travailler sur ces différents éléments et on va pouvoir après ça mettre à jour la bibliothèque et fournir à nos clients. D'accord? Donc, je vais ouvrir le fichier ici.
OK, bon, attends un instant, je vais juste relancer le fichier. Je vais pouvoir le bon. Donc, vous allez voir qu'on peut concevoir tout type de circuit. Une lumière à 3 voies en haut, en bas, avec un 4 voies au milieu pour inverser, etc. Donc, ça sera à vous là, de créer ce que vous voulez. Et encore une fois, ça permet à l'élève de comparer un schéma symbole versus un schéma plus de câblage, qui est important pour eux, surtout en électricité de construction, de vraiment pouvoir savoir, exemple, comment brancher les éléments, on relie les fils blancs ensemble, le commun, etc. Donc, vous pourrez faire ces différentes manipulations. D'accord, donc juste voir ici. Ah, là, j'ai ouvert le modèle. Je suis désolé, j'ai voulu cliquer trop vite sur le fichier. Juste pour vous montrer un peu, parce que c'est important, je vais vous montrer qu'on peut faire disjoncter justement le panneau électrique. Donc, vous voyez ici, sur ce circuit, on a fait différents branchements. Donc, lorsque je lance la simulation, on voit ici que j'ai une puissance de 1500 watts utilisée, donc environ 7,2 ampères. Si je branche maintenant un deuxième élément chauffant, on est à 3000 watts et près de 14,4 ampères. Et le troisième élément va nous amener à 18 ampères, mais j'ai un 20 ampères ici dans mon panneau. Donc, pour l'instant, ça fonctionne bien. Mais regardez, si, exemple, j'arrête la simulation, j'efface lui de 750 watts et je mets un 1500 watts à la place. D'accord? Je vais juste le repositionner ici pour faire le branchement, comme ça. Et lorsque je lance la simulation encore une fois, laissez-moi juste zoomer un petit peu out ici pour qu'on voit mieux. Donc, j'enclenche le deuxième, 3000 watts, 14 ampères, et vous allez voir quand j'enclenche le troisième, mon disjoncteur ici a sauté. Et si je veux le remettre en marche, il va débarquer automatiquement parce que je dépasse justement le 20 ampères. D'accord? Donc, les éléments fonctionnent tous. On peut utiliser les instruments de mesure. Et juste pour terminer, je vais vous ouvrir un petit circuit où on englobe des différents éléments. Et après, je vais vous montrer un peu plus avec les bibliothèques illustrées qu'on peut faire aussi du contrôle moteur, du contrôle. Donc, c'est intéressant pour les élèves de voir la différence. Voyez-vous, ici, on a un circuit qui est quand même plus complet. Donc, on a des lumières, donc mes switches ici, 3 voies. On ouvre, on ferme. Voyez-vous, ici, j'ai un ventilateur que je peux tester que ça fonctionne bien. Si je teste mon disjoncteur ici sur voyez-vous, j'arrête tout et je le reset et on repart. Même chose ici, j'ai une sonnette avec un transformeur. Donc, si je clique sur le bouton, on a aussi les différents éléments de simulation aussi dans Automation Studio. D'accord? Donc, vous avez accès à ces bibliothèques directement sur le forum. D'autres bibliothèques aussi qu'on a fait, on peut faire du schéma de moteur. Exemple, ici, on a un moteur triphasé. Donc, pont avant-arrière, dans lequel on a le schéma symbolique et le schéma aussi illustré. On peut vraiment montrer la différence aux élèves. Un peu comme ça ici, voyez-vous. Donc, lorsque je lance ma simulation, voyez-vous ici, je pèse sur le bouton poussoir, on peut alimenter mon moteur, tout fonctionne bien, etc. Je peux diminuer le torque sur le moteur, le couple. Donc, on peut ici faire varier les différents composants. Même chose sur mon montage qui est ici, où on voit que maintenant, c'est vraiment différent comparé à un schéma symbolique et un schéma de câblage. Mais voyez-vous, si j'appuie sur le bouton ici, mon moteur se met à tourner. Je peux arrêter ici, resetter mon overload et l'enclencher de l'autre sens. Quand on a fait ce composant, l'enseignant qui nous a demandé ces différents éléments, c'est des composants Schneider. Si vous utilisez Schneider, vous allez sûrement les reconnaître. Donc, lui m'a dit que mécaniquement, l'élève ne pouvait pas énergiser les deux côtés en même temps, mais qu'il voulait qu'on puisse afficher que si l'élève peut le faire, il y a une erreur. Donc, voyez-vous, si j'active l'autre côté,
on affiche comme ça erreur pour qu'il sache qu'il aurait dû utiliser un contact ouvert ou fermé pour justement déconnecter l'autre côté automatiquement et vice-versa. D'accord? Donc, vous êtes aussi sollicité lorsque vous nous envoyez une demande pour nous fournir certaines caractéristiques qui vont faire en sorte que la bibliothèque va être plus vraie de ce que vous voulez, le plus près possible de la réalité. D'accord? Le dernier petit fichier démo que je vais vous présenter, c'est un fichier de très, très simple, mais qui explique vraiment la différence, encore une fois, entre un schéma symbolique et un schéma câblé, de ce type-là, par exemple. Donc, on a un schéma ici très simple. On active une bobine, un contact se ferme et une lumière allume. Mais au niveau d'un schéma de câblage, on peut voir que c'est quand même très différent. Donc, avec la nouvelle version, avec les bibliothèques ici, on peut faire, exemple, un schéma en utilisant un vrai relais avec les différents. Ici, voyez-vous, j'ai justement la configuration de mes différents points d'entrée, mes contacts ouverts fermés. Donc, on peut lancer la simulation et voir que les circuits fonctionnent bien. D'accord? Et toutes ces bibliothèques qu'on vous présente depuis ce matin sont tous aussi interreliés. Donc, voyez-vous, par exemple, si j'ouvre ici un circuit comme tantôt Florence vous a présenté, un circuit avec l'énergie renouvelable, là, j'ai ajouté un peu des composants aussi, exemple, de la bibliothèque résidentielle. Donc, on peut jumeler les différentes technologies. Voyez-vous, ici, j'ai comme 5 panneaux électriques. Lorsque je lance la simulation, on peut voir que j'ai aussi un PWM qui va gérer un peu ce qui se passe. Donc, présentement, je charge ma batterie. Lorsque je vais arriver à 110 volts, je vais fournir l'électricité au côté ici, dans le fond, au load, là, et la partie alimentée. Et je vais pouvoir allumer les lumières, allumer mon composant électrique ici. Et dépendamment du wattage utilisé, on va voir que la batterie va se décharger beaucoup plus rapidement jusqu'à ce que le PWM, à un certain moment donné, désactive la source lorsque la batterie sera assez chargée ou va la réactiver automatiquement en cas de besoin. Donc, ces éléments-là peuvent être utilisés comme cet fichier de démonstration sera disponible. Vous pourrez l'ouvrir, le modifier. Mais ici, on voit qu'on a interrelié les deux différentes bibliothèques dans le même circuit. Voyez-vous, ici à 110 volts, on va arriver bientôt. Le PWM va alimenter l'équipement parce que c'est ce que j'ai défini comme minimum. Voyez-vous maintenant, j'ai de l'électricité ici et je peux alimenter mes lumières. Donc, voyez-vous, donc ces démos-là peuvent être tous jumelés ensemble aussi par la suite. Donc, ça termine ma présentation à moi pour ce qui est de la bibliothèque un peu d'électronique ici, de composants ADC et de bibliothèque résidentielle. Maintenant, je vais passer la main à Georges Fatal qui va présenter le côté PLC, donc API, automatique programmable, de ces différentes bibliothèques. Donc, Georges, je te transfère l'écran. Donc, tu peux partager l'écran et la parole est à toi. Oui, merci Christian pour ta présentation. OK. Alors, vous voyez bien que on va continuer à la suite pour vous montrer dans les bibliothèques illustrées la librairie, la nouvelle librairie illustrée pour les automates programmables. Alors, comme Christian vous l'a mentionné, si vous voulez la charger, ça c'est votre interface d'automation studio. Alors, vous venez ici, on vient ici, on l'ouvre, on va aller ouvrir et puis vous allez trouver que toujours dans Automation Studio, les librairies se trouvent dans le répertoire sur C, Programme Data, Famille Technologie, Automation Studio E70, ça c'est la version que vous voulez, et puis l'onglet, le folder librairie. Alors vous voyez ici, on a son nom est PLC. À propos, cette librairie, elle n'est pas donnée ou bien installée automatiquement sur votre système. Pour aller l'installer, il faut que vous allez sur le forum, comme Christian l'a mentionné, pour aller la télécharger. Alors, vous voyez bien ici, aussitôt que j'ouvre la librairie, ça m'ajoute un onglet en haut avec le nom de la bibliothèque. Et puis, vous voyez bien ici ce qu'on a ajouté, et ceci à la demande d'autres enseignants.
c'est des automates qui sont vraiment illustrés. Alors, on a ajouté plusieurs types d'automates. Vous avez toute la gamme mais cette gamme-là pourra augmenter avec le temps, par exemple. Par exemple, ici, ce qu'on n'a pas, par exemple, pour nos clients et amis européens, le Schneider, il n'est pas là encore parce que c'est pas parce qu'on l'a pas ajouté, mais c'est à cause que il n'y a pas une demande qui a nécessité pour l'ajouter. Alors, si vous sentez que vous voulez ajouter les Schneider, s'il vous plaît, commencez à nous envoyer pour vos représentants les modèles d'automates que vous voulez de Schneider pour qu'on puisse les ajouter à cette bibliothèque. Alors, on va trouver ici, par exemple, la manière dont c'est organisé, c'est vous avez des onglets. Et puis, on trouve ici, dans ces onglets, lorsqu'on les ouvre, la librairie qui s'ouvre. Et puis, comme vous le savez, dans Automation Studio, on peut utiliser les automates soit sur les schémas standards, hydraulique pneumatique pour construire des circuits électropneumatiques et hydrauliques. Alors, cela, on peut les ajouter. Et puis aussi, on a l'onglet pour la bibliothèque, les schémas électrotechniques, où est-ce qu'on est capable d'aller chercher, bâtir des schémas ACDC et puis aller chercher vraiment prendre des lectures de courant et voir et simuler des fautes sur des circuits électriques. Alors, vous voyez bien ici, par exemple, je vais vous montrer les automates un par un physiquement sur ma feuille. Alors, vous voyez bien ici, tout ce qu'on fait, on va aller chercher. Ça, c'est l'Allen Bradley. Alors, je vais vous les montrer un à un. Alors, ça, on a l'Allen Bradley, on a le Micrologix 1000. Ça, c'est l'ancien style d'automate. C'est quand même, il y a certaines écoles qui l'utilisent. Comme je vous ai dit, là, c'est basé sur la demande des profs. Alors, vous allez trouver ici, si vous ne trouvez pas votre modèle, envoyez-le nous pour l'Allen Bradley si vous l'utilisez dans vos laboratoires. Alors, on a ici le Micrologix 1000. Ça, c'est la nouvelle génération d'automates Micrologix 1000. Ils ont changé un tout petit peu l'allure de l'automate. On voit bien que l'ancien, il contient beaucoup plus d'entrées-sorties, mais c'est quand même considéré un Micrologix 1000 sur le marché. On va trouver ici le fameux assez connu dans les écoles, c'est pour la famille Control Logix. Ça, c'est la nouvelle génération d'automates d'Allen Bradley. Ça, c'est le Compact Logix. Oui, celui-ci, c'est on a 16 entrées, 16 sorties. Et puis, on peut voir ici qu'on a ici l'autre Micrologix, ici qui est l'automate en 100. Micrologix, c'est notre modèle. On va venir ici, ça c'est pour les Allen Bradley. On va venir ici pour les Siemens. On va voir ici pour le Siemens. On va voir ici celui-ci très populaire. C'est le S7 1200. S7 1200, le modèle. Comme vous voyez bien ici, une autre raison pourquoi on utilise ces automates, c'est que en plus quand on fait de l'automatisation et de l'électricité, on veut aussi leur montrer comment câbler un vrai automate. Alors, on tient compte pour chacun des automates le câblage qu'on le fait conformément à ce qui est décrit dans le manuel du fournisseur. Alors, chacun est différent, la manière dont les câbles, et puis c'est basé sur les specs du client. Alors ici, par exemple, dans cet automate, on voit bien ici que c'est câblé, ça prend du 120 ou 240 volts AC pour l'alimenter. Alors ça, c'est les pins pour le câblage L1 et N, et puis ça, c'est la mise à terre. Et puis ici, ça, c'est celui-ci, il donne automatiquement une source de 24 volts. Alors, une fois qu'on a câblé ici, ça nous donne ici du 24 volts qu'on peut utiliser pour alimenter les entrées de l'automate. Et puis, on voit ici en bas, c'est vraiment des sorties relais, RAID relais qui sont vraiment indépendants. On voit ici le point commun et c'est un L, c'est dans Siemens, c'est le point commun. Et puis, on a ici deux groupes de sortie qui partagent, chacun il a son propre commun. Là, ça veut dire on peut mixer ici avoir deux types d'alimentation de relais pour activer à travers cet automate-là, dépendamment comment notre système est conçu. Alors, vous voyez bien ici, c'est tout ça. On voit ici aussi les LED. Les LED ici s'activent.
lorsque la connexion se fait, on voit bien ici la programmation se fait, on le fait. On voit ici que ces LED-là, ils vont être activés dépendamment de l'état du circuit qui est de l'autre côté du champ là, pour les entrées et les sorties. Alors ça, c'est le S7 1200. On a ici, OK, on s'en vient ici dans le chemin on va descendre un tout petit peu. Ici, par exemple, voilà. Je veux dire que je vais étaler un autre ici. Alors, ça, c'est le S7 200. On a ici des automates modulaires. On a maintenant, pour l'instant, on a le Siemens logo, mais comme je vous dis, la série S7 1500, on peut l'ajouter. On a eu la demande, alors ça va s'ajouter dans les prochaines versions de cette librairie. Voyez-vous ici, lorsque je fais l'assemblage, ça c'est une carte externe, alors je peux ajouter mon module. Alors ça c'est pour les automates modulaires. On va aller par exemple pour Koyo. Koyo, ça commence à prendre de l'ampleur ici, surtout ici au Québec et aux États-Unis, à cause que l'automate est assez intéressant par rapport au coût. Alors voyez-vous ici, on l'a ajouté. Alors ça c'est Koyo. Alors, vous voyez ici, on a deux modèles pour le Koyo. C'est le même automate, mais c'est juste, on a réarrangé les entrées-sorties juste pour la facilité du câblage. Les deux, ils sont pareils ici. Si ici, le câblage, on s'en va dans c'est juste pour accommoder les dessins, mais c'est le même automate. Vous voyez ici, ça c'est un autre ici. Ça c'est Direct Logic 6 dans la gamme des Koyo. Alors, on continue. Puis, vous voyez bien ici, Eaton, un bas de gamme, mais c'est un petit automate, juste des entrées-sorties relais. C'est une boîte de relais. On voit ici le Eaton, et puis on voit Home Run. Home Run, on a deux pour la famille Home Run. Ici, on a ces deux modèles-là. Lui, qui est le CP1L, et puis l'autre, c'est un autre CP1L, mais il donne beaucoup, le nombre d'entrées-sorties, il change, c'est une autre, mais c'est le même type d'automate. Oui, ici, on a ajouté des automates Mitsubishi. Voyez-vous ici, ça, on a trois modèles de Mitsubishi. Ça, on voit ici. Et vous, lui, c'est de la série FX5. FX5, ça c'est FX5U32M, ça il est très populaire aussi. Puis on a lui c'est dans la famille FX2, ancienne génération, mais encore utilisé dans les écoles. Et puis on a aussi le FX3. Vous voyez bien, on a quand même pas mal d'automates qui sont pas mal variés. Ici, ça c'est un automate utilisé en Asie. C'est le LS électrique, pas connu sur le marché nord-américain ou européen, mais juste pour accommoder le marché asiatique, on a ajouté le LS électrique. Alors, vous voyez bien ici, ça c'est un autre type d'automate. Alors, vous voyez bien, ça c'est, on les a toutes. On a quand même ici plusieurs types d'automates qu'on les a, différents modèles pour différents manufacturiers. Puis, envoyez-nous pour vos commentaires, pour ceux que vous voulez ajouter pour vous accommoder dans vos cours. Je vais vous montrer ici un exemple pour un automate, juste vous montrer la facilité lorsqu'on fait du câblage. Et ça, c'est un exemple que j'ai montré dans le webinaire, premier webinaire qu'on a fait, où est-ce qu'on a expliqué un tout petit peu la nouvelle librairie. Je devrais quand même, ce qui est assez intéressant, si vous n'avez pas assisté au premier webinaire, on a nouvellement ajouté dans la nouvelle version Automation Studio 7.0
le diagramme à contact Allen Bradley, les deux librairies AB500 et AB5000. Juste pour répéter vite, AB500, c'est pour traiter les automates qui sont d'ancienne génération, les SLC 500, qui travaillent avec des fichiers de type IO, B3, N7, T4. Ça c'est l'ancienne famille d'automates Allen Bradley. Cet exemple-là, il est pris de là. Alors, on voit bien ici que le ladder, le diagramme contact, on le montre ici. Et puis, vous voyez bien ici, l'automate, ici a été câblé pour exécuter une séquence sur 2 cylindres pneumatiques pour faire un A+, B+, 3 secondes et AB-. Alors, vous voyez bien ici le câblage. C'est un câblage. On voit ici le bouton poussoir de départ. Bon, en fait, tout commencer. On va commencer avec l'alimentation. On alimente avec bon, ça c'est l'alimentation se fait ici. On alimente l'automate. Excusez-moi, là, je vais juste aller. Voilà. Ici, alors, on a l'alimentation. On alimente ici avec notre source de courant. Et puis après ça, la même source de courant, j'utilise pour alimenter mes relais. Et puis là-dedans, ici, aussitôt que j'alimente avec du 120 volts, j'en ai ici du 24 volts qui est produit par l'automate que j'utilise pour aller alimenter mes entrées à l'autre bout de l'automate. Alors ça représente mes entrées-sorties pour ce système. Puis voyez-vous ici, aussitôt que je pars le système, on va le partir. On va le mettre en simulation. Voilà. Alors, aussitôt que je pars mon système, alors la séquence s'exécute. Vous voyez bien ici, c'est le ladder qui l'exécute et on voit bien ici que l'automate, il répond. Je vais juste le maintenir. On voit bien ici, bon, les entrées-sorties embarquées comme si on travaillait avec le vrai automate. Alors c'est ça. Alors, on vous attend pour que vous nous envoyez vos commentaires et aussi vous nous envoyez le type d'automate que vous aimeriez bien avoir dans vos laboratoires. Et puis, on va les ajouter au fur et à mesure qu'on vous reçoit vos demandes. Bon, alors, ça représente ma présentation et puis ça se termine à ce niveau. Alors, si vous en avez des questions, on est ouvert à vous répondre à ces questions en ce moment. Merci beaucoup, Georges, de la présentation de la bibliothèque illustrée des PLC, des API. Donc, je voulais vous remercier tout le monde d'avoir participé ce matin à ce webinaire sur les différentes nouvelles bibliothèques illustrées et le catalogue électrique. Donc, si vous avez des questions, on va rester en ligne pour quelques minutes. Si vous avez des questions, je pourrais vous donner la parole directement. Donc, vous pouvez simplement lever la main ou pour me faire signe et je vais vous donner la parole. Sinon, on est ouvert à recevoir toute nouvelle demande de nouveaux composants pour ces bibliothèques par courriel. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant. Et de cette façon, là, vous allez pouvoir avoir accès à tous ces composants ou en soumettre d'autres. J'ai une question ici. Je me demande si la librairie est accessible pour les versions enseignants. Merci. Les bibliothèques, comme je vous le disais tantôt, sont tous accessibles présentement sur le forum de discussion. Toutes les nouvelles bibliothèques sont seulement disponibles pour la version E7. Donc, elles ne sont pas compatibles version 6.4 parce que c'est des nouveautés. Les bibliothèques d'électricité résidentielle ainsi que électricité CC sont déjà incluses dans l'installation de la version 7. La seule qui n'est pas incluse, c'est les PLC parce qu'on n'a pas eu le temps de déterminer avant de générer la version. Cette bibliothèque, vous pouvez venir, comme je vous l'ai présenté un peu plus tôt, directement, exemple, sur le site web d'Automation Studio. Dans la section ici, support, forum. Ensuite, éducation, file sharing,
Custom Libraries, donc librairie personnalisée. Et vous allez voir le premier onglet ici, c'est PLC. Et comme Georges vient de vous le présenter, on a ajouté Mitsubishi et LSIS dans les derniers jours. Donc, la version 1.3 qui est ici, c'est la dernière qui a été mise à jour il y a 2 jours environ. Donc, vous allez avoir accès au PLC ainsi qu'à des fichiers de démonstration qui ont été préfaits que vous pourrez utiliser, modifier, sauvegarder comme vous le voulez. Ils sont accessibles. D'accord? Donc, pour la bibliothèque, vous pouvez la retrouver directement dans le forum de discussion sur notre site Internet.